Alors, bonjour, bonsoir, bon 5 à 7 tout le monde. Bienvenue à cette ouverture officielle du 25e Festival acadien de poésie à Caraquet. Avant de commencer, on va rendre à César ce qui revient à César. Le Festival acadien de poésie est rendu possible grâce à plusieurs partenaires publics, institutionnels, artistiques et privés qui contribuent en tout ou en partie à sa réalisation. Je tiens à les mentionner avant d'enchaîner. Donc, le Conseil des arts du Canada et la province du Nouveau-Brunswick qui financent l'entièreté de l'ensemble de la programmation. La Fondation culturelle acadienne qui finance des activités ponctuelles choisies sur le paramètre de la créativité et de la création en terre de Caraquet. RNB, qui finance une résidence d'écriture de Daniel H. Dugas, la ville de Caraquet qui vont nous faire une annonce très bientôt, le Festival acadien de Caraquet qui continue d'être des partenaires essentiels dans la bonne portée, la bonne tenue du Festival acadien de poésie malgré notre toute récente incorporation, le Centre culturel de Caraquet qui nous accueille ici dans ses locaux magnifiquement adapté. La Maison de la littérature qui contribue à l'exposition que vous voyez dans le foyer du Centre culturel. Les éditions Perce-Neige qui vont faire un lancement et qui contribuent à la venue de leurs auteurs. L'Auto 50-50 coopérative de Caraquet qui seront les présentateurs de la nuit de poésie Martin Pitre du 31 juillet prochain. Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick qui accueille dans le dortoir Daniel H. Dugas qui est en résidence. Le regroupement des éditeurs franco-canadiens qui finance la participation cette année en différé, en distanciel d'artistes de la francophonie canadienne hors Québec, l'Union des écrivaines et des écrivains québécois qui finance la participation d'écrivains du Québec, la revue Ancrage qui vont publier des textes et qui fournissent une série d'ateliers, le Théâtre populaire d'Acadie qui co-présente le spectacle Icar en fin de festival, la Société culturelle Centrale qui s'associe avec le parcours au club plein air, Itavik Studio qui nous ont fourni le magnifique design de l'édition. Nordet Architecture qui finance tapage au Vieux Couvent ou probablement ici demain, vu la pluie qu'on nous annonce. Les éditions Prise de parole et les éditions David, en fait, qui conjointement financent présente un double lancement d'œuvres à portée écologique dont la poésie est le vecteur. Le Cinéma du Centre et l'Office national du film qui vont nous permettre de présenter deux films euh, dont la poésie est au centre et dont des poétesses sont au centre, de magnifiques films à voir. Le Club plein air de Caraquet qui va nous accueillir pour un parcours en forêt. Le Théâtre Vent debout qui contribuera à ce parcours. Centre-ville Caraquet qui accueille 25 bancs avec des plaques arborant des vers de poètes acadiens. Partout au centre-ville, on vous invite à les voir. Ils viennent tout juste d'être revampés. On en a rajouté 5. Trouvez-les. La librairie Pélagie de Caraquet qui s'assure que les livres des poètes soient disponibles, c'est important. Et Imaginons la péninsule acadienne autrement, qui contribue à la diffusion de la table ronde, justement, qui portera sur l'éco-poésie et par la bande, j'ai bien l'impression, sur l'éco-anxiété. Alors, nous remercions tous ces partenaires, toutes ces personnes chaleureusement. C'est incroyable que de rassembler autant de gens autour et pour la poésie. Merci. Alors, je me présente, Jonathan Roy, directeur général et artistique du Festival acadien de poésie. Le Festival acadien de poésie reconnaît que ses activités se déploient sur le territoire traditionnel non cédé du peuple Mi'kmaq et que nous bénéficions quotidiennement des privilèges qui en découlent. Puisse la poésie partagée servir de lieu de rencontre, d'ouverture et d'échange vers une réconciliation réelle. C'est d'ailleurs dans cet esprit de rencontre, d'ouverture et d'échange que nous percevons cette 25e édition, avec la ferme conviction que la poésie peut être cet espace de liberté qui permet, comme l'indique le thème de l'édition, viens plutôt chez moi redresser les plis de mon rêve, de se repenser une maison habitable. Une rencontre comme une grande retrouvaille après un long hiver entre les poètes et le public de Caraquet qui a tant appris à les attendre, à les écouter et à les aimer depuis 25 ans.
Rencontre aussi entre l'histoire et l'avenir, entre la célébration du chemin parcouru et le regard lucide mais bienveillant vers celui qui reste à parcourir. Durant cette édition anniversaire, nous espérons avoir su proposer un panorama vaste de la diversité des multiples visages et voix de la poésie de l'Acadie et du Canada francophone et des Premières Nations, via des propositions artistiques qui vont de l'exposition au déambulatoire en passant par la performance et la lecture publique, sans compter l'historique nuit de poésie Martin Pitt du 31 juillet. Il reste à peu près 10 places pour ceux qui écoutent, qui réunira plus de 40 poètes sur les planches et à l'écran. Dans la foulée de l'édition entièrement numérique de 2020, nous avons cru bon de préserver une formule hybride, alors que chacune des 25 activités sera présentée en présentiel, en présence, je déteste le mot présentiel, et que près de la moitié seront diffusées en ligne au bénéfice de toute la francophonie qui souhaitera découvrir la richesse et la fougue de la poésie de chez nous. D'ailleurs, on les salue, on est en direct en ce moment. Bien sûr, une pareille édition ne s'organise pas tout seul et je tiens à remercier ces personnes pour leur aide inestimable. Joanie Roy, adjointe à la coordination et aux communications. Annie Savoie, adjointe à l'administration. Jérôme-Luc Paulin et Mathieu Friolet à la mise en ligne. Janie Tremblay de Itavic Studio au design de tout le visuel, ainsi que le Festival acadien et toute son équipe pour leur soutien dans la transition. Je tiens aussi à remercier l'ensemble des membres de notre tout premier conseil d'administration du Festival acadien de poésie qui s'est incorporé au printemps dernier, que je remercie de s'être lancé dans cette aventure avec moi et de m'avoir fait confiance là-dedans. Durant les 4 prochains jours, vous verrez en présence et ou en ligne 68 artistes pour fêter la poésie. En présence, vous verrez Brigitte Lavallée, Carl-Philippe Gionnet, Céleste Godin, Chloé Laduchesse, Daniel H. Dugas, Dominique Langlois, Diane Légère, Émilie Turmel, Emmanuel Tremblay, Félix Perkins, France Daigle, Gabriel Robichaud, Georgette Leblanc, Herménégilde Chasson, Jean-Marie, Jean-Marc Dugas, Jean-Philippe Rèche, Jonathan Roy, moi-même, d'autres chapeaux, Joseph Edgar, Lex Viennot, Louis-Martin Savard, Luc-Antoine Chiasson, Marc Chamberlain, Mario Thériault, Paul Bossé, Pauline Dugas, Phyllis Grant, Raymond-Guy Leblanc, Rose Després, Sarah-Marie-Lou Brideau, Sébastien Laure-Aymar, Serge-Patrice Thibodeau, Sonia Malaborza, Valérie Robichaud et Xavier Gould. Ils et elles pourront aussi compter sur la contribution d'une dizaine d'artistes d'autres disciplines, soit des musiciens accompagnateurs Joey Robin Haché, de Pierre-Guy Blanchard, de la formation Dugas Snobitch et les Nouveaux Beatniks qui suivra, de la comédienne Diane Lausier, de l'artiste visuel Michel Bouchard et des photographes David Champagne, Denis Lantaigne, Jérôme-Luc Paulin, Julie Damour-Léger et Marika Drolet-Ferguson. Ça, c'est juste en présence. La prochaine fois qu'on me demande si la poésie se porte bien en Acadie, je leur ferai écouter la liste de nouveau. Grâce à des projets hybrides, le public pourra aussi découvrir à distance le travail de 23 artistes du Canada. On n'a pas eu les guts, ou en tout cas, on n'a pas eu le cœur de gambler sur la possibilité de leur venue, même si finalement ils auraient pu, et elles auraient pu. Donc, il y a tout de même 23 artistes du Canada qui présenteront, et de la Louisiane en fait, qui présenteront de leurs poèmes sous différentes formes, soit Alasdair Rees de la Saskatchewan, Amber O'Reilly du Manitoba, André Muse de la Nouvelle-Écosse, Benoît Pinette, alias Tire le Coyote du Québec, Catherine Cormier-Larose du Québec, Charlotte Lorage du Québec, Daniel Aubin de l'Ontario, David Chéramy de la Louisiane, Frédéric Gary Comeau, résident du Québec, Isabelle Duval du Québec, Julie Aubé du Nouveau-Brunswick, qui est occupée à d'autres chansons, Louise Dupré, Marc Arsenault, Martine L. Jacot, Mishka Lavigne, Maud Bolduc, Nicole Brossard, Noémie Pomerleau-Cloutier, Raymond Sewell, Sébastien Bérubé, Shane Michael, Virginia Pessemapeo-Bordelot et Zachary Richard qui vont venir complémenter le portrait en présence. Viens plutôt chez moi redresser les plis de mon rêve. Ce vers emprunté au poème liminaire du premier livre de Martin Pitt et qui sert de thème à l'édition annonçait ce que deviendrait le Festival acadien de poésie qu'il co-créait, Martin,
avec Martine Thériault en 1998. Afin de souligner son apport, nous avons invité le poète Jean-Marie, son frère, à venir nous livrer un inédit. Jean-Marie. Merci. Je sais pas si c'est mon nom. Merci, Jonathan, pour cette introduction et bienvenue au Festival international de poésie de Caraquette. Blague à part, je pense que mon frère serait bien heureux de la tournure qu'a pris le festival après ses 25 ans. Je vais rectifier, c'est une lecture en 2 volets. Le premier texte, c'est un texte qui est apparu dans son premier recueil de poésie à mon frère Mortan. Et le deuxième, c'est un texte inédit. Alors, on commence comme suit. Hey, je ne me vois plus. J'aurais pourtant dû m'apercevoir que, durant tous ces paragraphes, c'est non plus moi-je qui écrivais, mais une envie. Et cette envie de pisser est allée pleurer dans l'urinoir au fond. Il y a des yeux qui marchent derrière mon allure. Ils sont beaux, brillants dans l'atmosphère ébène du club. C'est une marionnette de porcelaine qui joue avec un cube Rubik. Elle s'attise et fait fondre l'hiver. Le poème coule son encre sans pouvoir trépasser dans sa douleur. Maintenant, c'est le texte inédit. Je crois que c'est une amorce de roman. Je me rappelle Martin m'a partagé ça dans la dernière année, en 98, puis je viens de le retrouver, fait que je vous en lis un extrait. Frank Adjimi était bel et bien mort, et c'était bien fait pour tout le monde. Il n'avait aucune qualité, et sitôt son pauvre nom prononcé, on avait déjà épuisé le sujet. Il était tellement vieux que la simple vue de sa maison nous terrorisait jusqu'au fond de nos entrailles. Tout ce qu'on savait de lui, c'était que son vieux devait s'appeler Jimmy à cause de l'évidence même de son nom. Mais Jimmy qui, ça, personne n'avait d'idée. Enfin, quand il est finalement mort, on a au moins su quel âge il avait. 1898, 1973, on fait le calcul. Ça nous avait pris longtemps pour lui régler son compte, mais on n'avait rien perdu à l'attendre, puisqu'il était bel et bien enfin immobile sur terre, du moins le pensions-nous. Mais voilà que quelques heures après la cérémonie d'enterrement, notre petit village endormi a senti un étrange mouvement du côté du cimetière. Un balai de voitures noires s'est mis en branle entre les pierres tombales, soulevant de la poussière dans l'étroit chemin de terre qui serpentait entre les vertes pelouses. Nous, les gamins, agiles comme des hirondelles sur nos bicyclettes, traînions comme d'habitude par derrière l'église, entre la sacristie et le terrain de balle-molle. Tandis que les grands hommes sombres discutaient, adossés au capot de leurs voitures énigmatiques, nous tendions l'oreille pour entendre, entre 2 coups de pédale, une phrase, un mot, qui pourrait expliquer la présence de ces étrangers dans notre village de Robertville où jamais personne ne venait. Sous leur chapeau de feutre dernier cri, orné d'une petite plume de cardinal lustré, les hommes en noir allaient et venaient au-dessus de la tombe de Frank Adjimi. Au petit matin, 2 jours plus tard,
Avant même que le laitier passe par chez moi, Frank Adjimi était ressorti de terre dans les hurlements d'un bélier mécanique fumant. À suivre. Merci. « 48 heures des masques. Merci Jean-Marie, en plus de nous faire l'honneur d'un inédit. Tantôt, j'ai nommé la liste de partenaires, j'en ai oublié, puis en fait, ce sont tous et toutes des personnes, pour la plupart, qui sont dans notre communauté à Caraquet, qui ont des champs d'expertise, qui sont excellents dans leur champ d'expertise, ce qui fait que faire un festival comme celui-ci, on a à peine besoin de sortir de la péninsule acadienne, sinon pour aller show off à l'extérieur et accueillir parfois des auteurs. Ça nous fait plaisir. Donc, j'aimerais remercier, en fait, si vous vous rendez sur la passerelle au Carrefour de la Mer, il y a une exposition comme une lettre à la malle correspondance, donc qui réunit des photographies de photographes de la région qui ont inspiré des poètes de l'extérieur à créer de courts poèmes, donc comme une correspondance. Les montages graphiques ont été réalisés par Luc-Antoine Haché de Crayon de plomb et toute l'impression et le magnifique installation ont été proposés par Bernard Dugas de l'Atelier Dugas. Donc, même pas eu besoin de dépasser le parc industriel, tout est là. Alors voilà. Et en fait, Bernard qui a aussi imprimé toutes les petites plaques que vous pourrez constater sur les bancs. Outre Martin, d'autres personnes, avant mon arrivée en 2010, ont aussi porté le Festival acadien de poésie, souvent à bout de bras. Donc, Claude Leboutier, qui nous a quittés il y a quelques années, et qui a présidé en fait ce qui était à l'époque un comité organisateur. Donc, on n'était pas incorporé, mais il y a tout de même un comité qui s'occupait de la programmation. Et il y avait d'excellentes programmations dès les débuts. Donc, Claude qui a porté le festival, on a invité sa grande amie qui s'est aussi beaucoup impliquée au sein de ce comité, Christiane Saint-Pierre, à venir partager un texte choisi dans l'œuvre de Claude. Christiane, tu peux venir. Je pense que tout est la même longueur. Bonsoir, ça me fait plaisir d'être ici. Il y en a que ça fait une éternité que je n'ai pas vu. Je croyais juste les voir dans l'éternité, mais là, c'est vraiment bien. Alors, le texte de Claude, j'imagine que c'est de circonstance, L'Encrier. C'est un texte qui est paru dans la revue Ancrage en 2006, mais qui a été publié dans le recueil La Mère Poivre. Alors, L'Encrier. Il peut bien s'amuser avec le hasard, comme le poète avec l'encrier, contenant voyelles et consonnes pour dessiner les sentiers du cœur. Fontaine de jouvence, l'encrier parle de naissance, de renaissance. Les adjectifs courtisent les adverbes, les verbes embrassent les noms, y dansent en farandole les exclamations. L'encrier contient l'histoire du monde, émotion, plaisir, souffrance, ont teinte de nacre et d'émeraude. Il contient les nombres pour compter les caresses des amoureux. Le zéro pour parler de rien, d'infini. L'encre porte le ciel et la mer, l'odeur d'air salin, la lumière de l'aube. Le verre translucide à couleur d'éternité, la texture laisse filtrer les balbutiements de la pensée. La marée monte dans l'encrier comme le désir dans le cœur de l'homme. Ma plume change le monde d'embruns indélébiles. Merci. Merci Christiane, merci Claude, merci Martin aussi d'avoir généré, créé, amené le festival jusqu'où il est rendu.
Il y a 5 ans à peu près, à l'occasion du 20e, avec l'équipe qui était en place à l'époque, Violette Lanting, Daniel Thériault, on commençait à réfléchir à la nécessité, l'importance, la possibilité d'incorporer le Festival acadien de poésie. Dès l'an dernier, en fait, juste à l'aube de cette chose qu'on ne nommera pas, qui a duré 1 an et demi, on était sur le point de s'incorporer. Finalement, ça a retardé un peu, si bien que c'est arrivé ce printemps, le 12 avril, si je ne me trompe, c'est ce qui est écrit sur les papiers de la province. Et à cet égard, j'aimerais inviter ma toute première présidente, Nancy Junot, à venir vous adresser la parole. Oups, attends, je vais virer ça de bord. Mon téléphone, il a décidé. Bon, c'est bon. Bonsoir tout le monde. Monsieur le maire, Hermé, notre poète parrain de cette 25e édition, poète et ami du Festival acadien de poésie, je me sens vraiment privilégiée de prendre la parole ce soir à titre de première présidente du premier conseil d'administration du Festival acadien de poésie. Et oui, je vais faire court, je vais dire le FAP dorénavant pour que ça aille plus vite. Le FAP a cette année coupé le cordon ombilical qui le reliait au Festival acadien depuis maintenant 25 ans. On dit que sur les épaules d'un géant, on peut voir très très loin. Le premier conseil d'administration du FAP est chanceux d'être perché sur les épaules de quelques géants que je tiens à reconnaître et à remercier. D'abord, le Festival acadien, ce géant aux pieds d'argile qui, pendant les 25 premières années du FAP, lui a donné tout ce qu'il fallait pour faire ses premiers pas, grandir et atteindre la maturité qui lui permet aujourd'hui de devenir autonome. Je tiens particulièrement à remercier Violette Lanting, ancienne directrice administrative, et Daniel Thériault, ancien DG du Festival acadien, qui se sont investis et engagés avec conviction pour accompagner le directeur général artistique du FAP. Paul-Marcel Albert aussi, le président DG, homme à tout faire actuel du Festival acadien, qui, malgré l'immense défi de remplacer les pieds d'argile du géant par des pieds béton, et je vous garantis que c'est presque chose faite, s'est quand même investi pour que la marche vers l'autonomie du FAP se fasse pas à pas sur un beau chemin de pave avec de bonnes chaussures. Merci, Paul-Marcel. Puis, Jonathan Roy, le directeur artistique et général du FAP depuis 15 ans, mais j'y reviendrai dans quelques minutes. Tout parent vous dira que même lorsque le cordon ombilical est coupé, le lien reste entier. Le FAP continueront donc à partager les locaux et bien d'autres choses encore avec le Festival acadien qui fêtera l'an prochain ses 60 ans. Merci. Merci à vous et à tous les autres qui ont permis au Festival acadien de poésie de fêter aujourd'hui ses 25 ans et d'entamer sa 26e année avec un tout nouveau conseil d'administration que j'aimerais maintenant vous présenter. J'invite celles et ceux qui sont dans la salle à se lever, s'il vous plaît. Donc, il y a Lucie Leboutier, notre vice-présidente de Boc-à-Raquette, Fernande Chouinard, elle aussi auteure et poète, notre secrétaire trésorière de Tracadie, ainsi que Mathieu Boucher-Côté, je ne crois pas que j'ai vu Mathieu, de Tracadie également, Nathalie Chiasson de Chipagan et de Caraquette, Joël Drolet-Ferguson, moi-même et le poète Jonathan Roy. C'est toujours, et on n'a pas eu tant de réunions que ça jusqu'à présent, mais jusqu'à présent, ça a toujours été un grand plaisir de se réunir. Et ça va continuer comme ça. Quel beau programme.
Viens plutôt chez moi redresser les plis de mon rêve. Ce thème que Jonathan nous propose pour cette 25e édition du FAP est un thème fort à propos. En cette sortie de pandémie, les plis de nos rêves ont vraiment besoin d'être redressés. Et c'est tout un redressement que Jonathan, appuyé de Joanie et Dany, nous a concocté avec 25 activités. Pensez-y, là, 25 activités, c'est pas rien, là. Puis plus de 60 poètes, où nous boirons de la poésie jusqu'à la lie. Comme vous le voyez, je ne suis pas poète. Quel travail! Pensez par exemple à la liste des poètes que Jonathan vous a présentée tout à l'heure, là, puis dites-vous que pour chacun d'elles et d'eux, ça exige un contrat, un compte de dépenses, un logement, tu sais là. Bref, un travail de moine. Jonathan, Jean-Marie l'a dit tantôt et je le répète, Martin serait fier de voir ce que le Festival acadien de poésie est devenu grâce à ton engagement, à ta rigueur, à ta créativité, à ton amour de la poésie. Tu es l'âme, le cœur et le souffle du FAP depuis 15 ans et c'est un grand plaisir de travailler avec un professionnel comme toi. En guise de remerciement et de cadeau du 25e, je t'offre ce livre, J'écris Peuplier, livre anniversaire de la maison d'édition Le Norois, qui poursuit depuis 50 ans l'aventure du poème. Jonathan, je t'invite à venir chercher ton cadeau. Ah, t'es là. Voilà. En fait, là, c'est une petite pause publicitaire. Pour célébrer l'étendue de son patrimoine poétique, le Norois, cette maison d'édition, a confié la direction de cette publication à la cinéaste et artiste multidisciplinaire acadienne, Monique Leblanc. Monique sera d'ailleurs avec nous dimanche matin pour la projection de son film poème « Plus haut que les flammes ». C'est un film qu'elle a fait à partir du poème de Louise Dupré et c'est magnifique. Ça sera dimanche à 10h au Cinéma du Centre. Je vous invite vraiment à venir voir ça. Ça vaut 12 messes. J'en profite pour vous rappeler que le livre « J'écris Peuplier », ainsi que tous les autres livres des poètes qui sont ici avec nous ou en ligne pendant cette édition, sont en vente à notre librairie Pélagie à Shippagan et à Caraquette. Ils seront également en vente sur une table que la librairie va aménager lors de la soirée Martin-Pitre. Je le mentionne parce que j'ai été témoin des longues heures que Isabelle et Julien ont dû consacrer pour s'assurer de commander l'ensemble de ces œuvres et ça serait bien qu'on les encourage en les achetant. Merci. Donc, voilà pour la pause publicitaire. Revenons à la poésie et à Jonathan. La poésie, ça exige du temps, de la disponibilité, de la présence, de l'écoute et de l'introspection, toutes choses dont nous sommes de plus en plus privés pour être de plus en plus branchés. Jonathan, grâce à ta vision toujours renouvelée, le FAP est devenu un événement indispensable dans nos vies mouvementées et un événement incontournable dans l'écosystème poétique et littéraire du Canada français. La ville de Caraquette est extrêmement privilégiée de pouvoir te compter comme notre poète dans la cité. Sur cette notion de poète dans la cité, il me fait plaisir d'inviter le maire de Caraquette, Bernard Thériault, à venir vous adresser la parole et à vous annoncer une très bonne nouvelle. Bernard.
Merci, Nancy. Merci à tout le conseil d'administration. Merci, Jonathan. Merci à tous ceux qui ont rendu cette belle institution, maintenant vieille de 25 ans, à sa maturité et à son autonomie, si on peut le dire. Et j'ai juste une mise en garde à donner à Nancy. Vous savez, le milieu socio-culturel, politico, tout ce que tu veux, est à peu près très petit à Caracat et on a vite fait le tour. Et comme dit George Langford dans sa chanson Le Péril jaune, fais pas l'erreur de te faire élire président de ta classe en première année parce que ça va te poursuivre toute ta vie. Et c'est ce qui m'est arrivé. À mon palmarès manquait le poste de maire. Maintenant, le seul poste que je n'aurais pas eu, c'est celui de président du Festival acadien de la poésie, avec choix prudente pour plus conserver. Sur une autre note, je voudrais aussi vous dire que je vais peut-être tenter pendant mon mandat de commencer toutes mes allocutions par une note patrimoniale. C'est ma marque de commerce. Et aujourd'hui, j'ai pensé, qu'est-ce qu'on peut parler de poésie aujourd'hui ou ce soir dans ce contexte-là? Et, croyez-le ou non, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. C'est probablement le premier recueil de poésie publié par quelqu'un de Caraquet qui s'appelait M. Harry Reeve, d'une famille très connue, une famille d'origine jarsiaise à Caraquet qui ont eu un commerce. Harry Reeve est né en 1867, a vécu à Caraquet toute sa vie, a été très actif dans la communauté comme homme d'affaires, comme marchand, premier président de la Chambre de commerce de Caraquet dans les années 20 et a publié en 1947 un recueil de poèmes, mais en anglais. Et c'était sa langue maternelle, bien sûr. Et ce livre intitulé Simple Songs of Simple Things comporte 35 pages avec un poème dans chacune des pages. Et en lisant les poèmes cet après-midi, c'est évident que c'est un homme de la mer très attaché à sa communauté, à Caraquet, parce qu'il parle des saisons, il fait la description du quai, toujours en anglais, bien sûr. Il y a un poème en particulier où il décrit l'arrivée des bateaux en regardant vers l'est. Et si j'avais essayé de lire ça, mais j'ai pensé j'étais pas assez musical dans ma lecture. Mais il fait allusion à la banquise de sable sur l'île de Caraquet, à l'anse des voleurs, qu'en anglais, et ceux de Caraquet connaissent tous le l'anse des voleurs à l'intersection, aux limites de la ville de Caraquet, et que lui appelait le robbers, comment on prononce, là, quelqu'un qui vole, un voleur, robbers, oui, robbers cove, pour disant qu'il voyait des bateaux arriver par là. Tout simplement, je pourrais échanger ça, puis peut-être essayer d'en trouver une édition, parce qu'on en a seulement identifié une, qu'on pourra laisser à un moment donné pour les archives du festival. Je trouvais ça très intéressant. Maintenant, commençons à parler de choses sérieuses. La ville de Caraquet, et c'est peut-être le défi auquel on a à rencontrer, bien sûr, c'est donné au cours des années des mandats assez précis dans le développement de la culture, dans le développement des arts et de la culture. Et c'est un engagement que la communauté exige presque de son maire et de ses conseillers municipaux. Et il faut presque, lorsqu'on en est élu maire, faire une certaine profession de foi qu'on va poursuivre et qu'on va maintenir ça. Moi, j'irais plus loin en disant qu'il nous faut peut-être rehausser la barre. Ce que je disais pendant la campagne électorale, si notre ville a des bonnes notes, elle a peut-être été un étudiant qui pourrait faire mieux s'il travaillait un petit peu plus dur, et c'est ça qu'on va essayer de faire. Et
on ne peut pas assumer le titre de capitale de l'Acadie juste en assumant qu'on a fait du beau travail dans les dernières années. Et on va bien sûr rehausser, monter la barre pour s'assurer que le développement artistique, la promotion des artistes se continue. Et c'est dans ce contexte-là qu'il me fait plaisir d'avoir reçu ce midi dans une réunion informelle avec le conseil municipal le mandat de demander au Festival acadien de la poésie de nous présenter lors de notre prochaine réunion publique, de nous faire une proposition pour le choix d'un poète. J'ai un blanc le choix d'un poète officiel pour la ville de Caraquet. Ce que nous ferons, c'est qu'on discutera dans les prochains jours, après que vous serez revenu sur terre de votre festival, des paramètres, mais nous voulons, sur des mandats de 2 ans, nommer un poète officiel pour la ville et nous demanderons bien sûr au Festival acadien de la poésie d'être un peu le maître d'œuvre et le gestionnaire pour s'assurer que le choix du poète se fasse selon des critères précis, selon des paramètres bien préparés. Et j'ai très hâte. Et pour vous donner un échéancier, notre prochaine réunion est le 12 août. Fait que si on veut faire tout ça, je crois qu'il n'y a aucun problème, ça devrait se faire. Mais c'est avec enthousiasme que les conseillers ce matin m'ont donné le message que je vous transmets. Ceci étant dit, espérons que la fin de semaine sera fructueuse pour le festival, que le COVID qui vous allez faire sortir de notre corps un peu raide, là, tout ça, parce que vous allez être là exactement quand tout va devenir vert dans cette terre. Et on est particulièrement heureux que ça se fasse à la même fin de semaine. C'est une heureuse coïncidence pour vous. Et en espérant que le Festival acadien de la poésie va être au moins pour les 25 prochaines années ce qu'il a été pour nous les 25 dernières, une source de fierté et une source qui nous rappelle constamment qu'il faut travailler tous les ans, tous les heures et tous les minutes pour que notre culture garde la place qu'elle mérite et qu'elle se développe dans notre région. Merci à tout le monde. Passons tous ensemble une bonne fin de semaine. Merci. Alors, en mon nom et en celui du conseil d'administration, merci, M. le maire, pour cette démarche, ainsi qu'au reste du conseil municipal. On se voit le 12 août. Avant de passer à la conférence, je pense depuis les 10 ans que je suis au festival, il y a une personne qui a été là à presque toutes les ouvertures officielles. C'était un grand ami du festival et qui nous a quittés cette année, Jean-Marie Pitt-Benoît, qui a accompagné, je crois, plus de poètes acadiens que presque quiconque, qui avait une sensibilité, une écoute qui relevait de la poésie, qui a une humilité quand il était aux instruments, qui faisait que le poète était à sa place et tout le monde en sortait grandi. Je ne vais pas devenir lourd, mais j'aimerais seulement souligner que pour honorer tout ce qu'il a donné pour le festival, quand il y aura des musiques d'accompagnement, ce sera son album Avec le temps qui va jouer pour cette édition. Merci Jean-Marc. Alors maintenant, pour la portion éducative du programme. Je ne ferai pas la longue introduction que j'ai faite tout à l'heure. À un moment donné, j'ai lu en biographie, Herménégilde Chasson est un artiste dont la somme des accomplissements est immesurable, quelque chose comme ça. Donc, je vais paraphraser ça tout simplement en invitant Herménégilde Chasson à venir vous présenter une conférence inspirée du 25e du festival, du chemin parcouru par nous, par la poésie
contemporaine en Acadie par le territoire. Alors voilà, on va prendre quelques minutes pour se préparer, pour changer la scène et on vous revient d'ici 5 minutes. Merci. Et bon festival. Ça me fait extrêmement plaisir d'être à ce festival. Encore une fois, je suis venu assez souvent, alors c'est toujours un plaisir et un bonheur de me retrouver avec mes collègues. Et pour vous parler de poésie, je ne vais pas nécessairement parler de la poésie acadienne. La forme se prête d'ailleurs à une espèce d'éclatement, mais de toute manière, vous allez voir vous-même. L'abécédaire est une forme qui s'adapte bien au fait que nous vivons une époque en rupture, en raison de la présence de l'Internet et du surplus d'informations qu'il déverse sur nous. Notre salut se trouve donc dans la synthèse, la vulgarisation et la brièveté. Tous ceux qui ont ouvert Google en savent quelque chose. J'ai donc proposé cette idée d'un abécédaire à Jonathan, qui m'a dit que cela lui convenait parfaitement. De plus, il m'a fait remarquer que symboliquement, ça fait une lettre par édition du festival et une 26e pour la suite. Cela ne pouvait pas tomber mieux. Les lettres sont le matériau de l'écrivain, ce avec quoi il construit des mots, des phrases, des livres, des œuvres. J'ai fait mon premier abécédaire en 1999 à Québec pour une communication à la Rencontre internationale des écrivains québécois. J'étais mort de peur à l'idée de m'adresser à cet auditoire spécialisé, car c'est sans doute l'un des dilemmes auxquels je suis constamment confronté, celui d'être une sorte d'écrivain autodidacte, au sens où je n'ai pas lu tous les livres, du moins pas tous les livres qu'il faut avoir lus pour pratiquer ce métier avec une certaine aisance. J'ai le même complexe lorsque je me retrouve avec des gens de théâtre ou de cinéma, complexe que je n'ai pas en art visuel, car toute ma formation, mes 24 années de scolarité, ma panoplie de diplômes sont concentrés dans cette discipline. À la longue, je suis arrivé à la conclusion que c'est peut-être cette hybridité qui me donne une certaine liberté avec les formes, les sujets et les idées. L'abécédaire est aussi une forme qui s'adapte particulièrement bien aux nouveaux sujets, aux nouvelles idées, car elle permet des éclats, des flashs, une expression passée dans le discours, car nous avons de plus en plus de flashs, d'éclats venus de Dieu, c'est doux, mais qui sont parfois des éclats de génie. Autrefois, nous pensions en continuité, de nos jours, nous pensons en rupture. Le cinéma, la télévision, l'Internet, les réseaux sociaux nous ont plongés dans un monde où l'accélération est devenue une qualité qui nous oblige à une grande adaptation et à penser de plus en plus vite. Voici donc 25 petits fragments qui gagneraient à être développés au sujet d'une réalité beaucoup plus grande, fragments qui tous, du moins je l'espère, rejoignent d'une manière ou d'une autre le merveilleux monde de la poésie. A comme Acadie. Évidemment. Dans le film, toutes les photos finissent par se ressembler. Le poète Raymond Leblanc disait que l'Acadie, le mot Acadie, était un slogan. Et pour notre génération, cela fut d'autant plus vrai que nos textes sont d'abord voulus politiques, imbus d'une colère qui actuellement remonte à nouveau à la surface, mais différemment et dans des contextes évidemment nouveaux. Il y a des jours où j'ai l'impression d'avoir traversé le désert, c'est-à-dire depuis l'époque où il n'y avait rien ou si peu comparé à cette foisonnante galerie d'autrices et d'auteurs que nous entendrons dimanche soir, ici même, lors de cette lecture qui s'annonce comme un événement marquant de ce festival qui fête ses 25 ans, mais aussi de cette littérature actuelle que l'on peut faire remonter à 1958, il y aura bientôt 80 ans. 1958, une année charnière, où Antonine Maillet publie son premier roman et où le poète Ronald Després publie « Silence à nourrir de sang ». Déjà, le silence.
Mais un silence rompu par ces mots qui viendront et qui vont rester, cette poésie de Després, fortement influencée par le surréalisme qu'il ramenait de son séjour à Paris et qui en dérouta plusieurs. Il faudra attendre la fondation de l'Université de Moncton, la naissance des éditions d'Acadie, attendre l'association des écrivains acadiens pour que se développe un discours autour de ce qui allait devenir la littérature acadienne, une aventure qui se poursuit et dont ce festival est la preuve éclatante. Je vais les laisser tomber, ça ira plus vite. B comme boîte. En 1972, j'ai rencontré Jacques Savoie alors que nous travaillions tous deux à Radio-Canada, lui comme recherchiste pour une émission du matin et moi comme journaliste à la Salle des Nouvelles. Il m'a dit qu'il avait des poèmes qu'il voulait publier. Je ne sais pas pour quelle raison, mais je lui ai suggéré qu'au lieu de publier un livre, on pourrait en faire une série de feuilles volantes qu'on placerait dans une boîte. Jacques suggéra d'y ajouter un portfolio de photographies de son frère Gilles. Cela allait s'appeler l'Antilivre et serait publié aux éditions de l'Étoile Maganée, maison d'édition bidon évidemment, dont ce fut le seul et unique livre. À l'automne de la même année, les éditions d'Acadie furent fondées. Comme journaliste, je couvrais habituellement les événements culturels. Melvin Galland, président de la nouvelle maison d'édition, se tourna vers moi au cours de la conférence de presse pour dire « Oui, il y a bien eu les éditions de l'Étoile Maganée, mais rajouta quelque chose à l'effet que ce n'était pas sérieux et que désormais l'on allait faire de vrais livres. » Ce qui fut fait d'ailleurs quelques semaines plus tard de manière mémorable avec la publication des Critères de Raymond Leblanc. L'Antilivre, si vous arrivez à en trouver un exemplaire, se vend maintenant 100 $ sur le marché noir, alors qu'il se vendait 5,95 $ le soir du lancement, moment où nous en avions vendu 500 copies. Depuis, j'ai fait une 50aine de vrais livres et Jacques Savoie une 20aine de vrais romans, sans compter les disques et scénarios et les séries télévisées, comme quoi on peut survivre à ces erreurs de jeunesse. C'est comme colère. Il semble que la colère soit devenue l'un des thèmes majeurs de la poésie actuelle. Tout le monde a des comptes à régler. Et pour ce faire, il est important de le dire de la manière la plus frappante, la plus brutale et la plus directe possible. En Acadie, cela a commencé avec les revendications politiques des années 70 et cela se poursuit de nos jours car il semble y avoir un retour de la colère. Mais il faut voir que cela se poursuit ailleurs également. En fait, cela se poursuit partout. Nous ne sommes pas immunisés contre cette colère et notre poésie se fait souvent le contrepoids injurieux de ce malaise constant. Mais il doit bien y avoir un antidote, quelque chose pour aller à contre-courant, pour faire contrepoids à ce qui nous agresse et pour parler de ce qui pourrait remplacer ce mal de vivre, comme ce poème limpide et lumineux, lu par la jeune poète noire Amanda Gorman, à l'assermentation du président américain Joe Biden. Et je cite, « For there is always light. If only we're brave enough to see it. If only we're brave enough to be it. » Et en traduction, « Car il y a toujours de la lumière, si seulement nous sommes assez braves pour la voir, si seulement nous sommes assez braves pour l'habiter. » Une idée qui n'aurait pas déplu à Leonard Cohen quand il dit « There is a crack in everything. That's how the light gets in. » D comme dire. Le grand historien d'art René Huyghe a dit dans une entrevue avec le critique d'art Normand Biron une pensée qui m'est toujours restée comme une synthèse de toute grande œuvre d'art, et la poésie tombe sûrement dans cet ordre de grandeur. Selon lui, la première condition de toute œuvre d'art consiste à avoir quelque chose à dire. Deuxièmement, être touché par ce qu'on dit, d'en voir la nécessité ou l'urgence. Et troisièmement, d'avoir les moyens intellectuels ou matériels de pouvoir le dire. Toujours selon lui, si l'on se soustrait à l'un ou l'autre de ces principes, on met en danger l'œuvre d'art au point de la faire disparaître comme moyen d'expression et comme système de communication. Car toute œuvre d'art est d'abord et avant tout un acte de communication. C'est pourquoi nous avons tant souffert
comme artistes durant la récente pandémie, car nous avions peu de gens à qui communiquer ce qui nous habitait. E comme Évangéline. Henry Wadsworth Longfellow fit paraître en 1847 Évangéline, un poème qui marqua profondément l'Acadie, car il s'inscrivait parfaitement dans l'idéologie de la Renaissance nationaliste acadienne de l'époque, portée par le clergé et leur vision d'un peuple martyr protégé par Dieu et la Vierge Marie. En 1997, pour célébrer le 150e anniversaire de la publication du poème de Longfellow, qui a coïncidé avec le 25e anniversaire des éditions d'Acadie, on organisa plusieurs manifestations, mais peu pour souligner nos modestes efforts ou pour célébrer notre volonté d'imposer ici une vision autre que celle dont nous sommes toujours les héritiers. Une vision moderne et contemporaine dont la littérature faisait assurément partie. Les éditions d'Acadie sont disparues 2 ans après cette commémoration du 150e, soit en 1999, victimes de notre incapacité à garder vivantes nos institutions culturelles. Ce qui donne à penser qu'Évangéline est là pour durer. Comme plusieurs d'entre vous, je n'ai pas lu Évangéline. Et il n'y a pas, à l'heure actuelle, de traduction fidèle de ce texte, pourtant mythique, de notre littérature. F comme femme. Quand on est homme, il vaut mieux garder un silence malaisé. Car je crois qu'il faut voir qu'entre le masculin et le féminin, il existe actuellement une impasse en attente d'un nouveau contrat social et existentiel où chacun y trouverait son compte. Dans l'univers genré où nous circulons, poésie est un mot féminin. Peut-être que nous, en tant que mâles, serions plus à l'aise dans le roman, un genre qui obéit à tous les impératifs ordinairement associés au succès de la littérature. Il est d'ailleurs intéressant de constater que plusieurs romanciers ont commencé par la poésie. Par ailleurs, toutes les études sont là pour le dire, la poésie trouve son lectorat principalement chez les femmes. Les hommes ont souvent parlé pour les femmes. Et je m'en voudrais de perpétuer cette tradition. Et c'est pourquoi je demanderai à une femme de conclure cette section. Dans le féminin de poète, Luce Guilbeault écrit, et je cite, « Aujourd'hui, la femme écrit son corps comme une libération, dans un certain excès parfois. Mais cette parole muselée doit sans doute déborder avant de trouver son juste milieu. La poésie est ce qui se dérobe au discours de pouvoir, aux sollicitations des marchands, peu vendue, peu éditée. Elle est sans enjeu. C'est donc une écriture totalement libre. » G comme génération. En art, et la poésie en est sûrement un, il est intéressant de constater que le passage des générations donne souvent lieu à des reproches et à des exclusions qu'il est difficile d'éviter et ou de vivre. Évidemment, chaque génération transporte avec elle des influences, des thèmes plus ou moins communs, des écoles de pensée, des manières de faire, de dire ou d'écrire qui lui sont propres et qui serviront à l'identifier dans le fleuve des générations et des œuvres qui les rassemblent et les réconfortent. Il y a aussi ceux qui sont à contre-courant, les marginaux, les loners, les ovnis, ceux et celles qu'on n'attendait pas et qui sont sur un circuit bien à eux ou à elles, loin des modes et des acclamations du public. Il y en a peu, mais ils et elles existent pour nous rappeler que les modes passent, mais que la grande poésie parle d'abord et toujours à l'âme et non pas au temps qui emporte avec lui les modes et les courants d'idées. En Acadie, cela a commencé avec Ronald Després en 1958, qui publia ce premier livre dérangeant au point où il choisira de quitter le milieu. Entre Després, qui publie au Québec Silence à nourrir de sang, et Raymond Leblanc, qui publie Critères aux éditions d'Acadie, il s'est passé 14 ans. On peut donc dire que ce défilé des générations, si l'on compte à partir de 1972, s'est produit sur une période d'à peine 50 ans, ce qui donne une assez bonne idée du dynamisme et de l'effervescence de cette poésie et de sa pertinence à nous accompagner, à nous parler
et à tenir une sorte de journal de bord dans lequel chaque génération a noté bien des espoirs et bien des déceptions. H comme histoire. Je parlais il y a un instant des 50 ans de poésie en Acadie, mais lorsqu'on regarde l'histoire de notre jeune littérature, on constate qu'elle remonte en fait à beaucoup plus loin dans le temps. En effet, il faut voir que c'est ici qu'un jeune avocat de Paris, du nom de Marc Lescarbot, écrira Les Muses de la Nouvelle-France, petit ouvrage en vers de 64 pages publié à Paris en 1609 et qui contient entre autres le texte du théâtre de Neptune, dont on dit qu'il serait la transcription de la première pièce de théâtre en Amérique du Nord. Puis s'ensuivit un silence total, encore le silence, un silence de 350 ans. C'est pourquoi chaque anniversaire est important et mérite d'être souligné, car il constitue un petit miracle face à ce silence assommant et ce vide que nous nous appliquons à combler. Sans nul doute que le 25e anniversaire de ce festival fait partie de cette euphorie, car il témoigne non seulement de l'idée d'avoir duré et d'avoir persisté et résisté, mais aussi d'avoir mis de l'avant tous ces mots comme un rempart à cet aussi long silence. I comme investissement. On a souvent dit que la poésie est la première parole. En ce sens, j'ai toujours pensé que la deuxième parole serait celle de la dramaturgie, la troisième celle du roman, cette grande forme de la littérature bourgeoise popularisée au XIXe siècle, forme qui d'ailleurs se marie bien au cinéma, qui serait peut-être la quatrième parole. Ces formes correspondent aussi à l'investissement de temps, d'argent et de personnel qu'il faut pour produire ces œuvres. De toutes ces formes, la poésie est sans doute celle qui nécessite le moins d'investissement, car tout ce qu'il faut pour la produire, c'est un outil pouvant laisser une trace, traditionnellement une plume ou un crayon, et une surface, traditionnellement le papier, pouvant la conserver. La modestie de ces réalisations me fait penser aux nombreuses chorales qui ont vu le jour en Acadie quand la voix suffisait à produire cette musique où nous avons excellé. En poésie, les mots suffisent, les mots qui nous habitent et qui nous sont donnés en héritage. Il suffit alors de les agencer, de les singulariser, de les redécouvrir, comme le font les enfants quand ils les répètent pour en entendre la sonorité. Mais il y a plus, car dépendant dans quel ordre on les assemble et de l'entourage qui leur donne une amplification, ces mots peuvent aussi devenir rentables matériellement parlant. Habituellement, la poésie n'est pas rentable matériellement parlant, car elle se trouve enfargée dans quantité d'obstacles qui la marginalisent, sauf quand elle s'allie à la musique, comme ce fut le cas pour Gérald Leblanc, ou sur une plus grande échelle, Leonard Cohen. Elle devient alors plus présente, mais souvent sans qu'on sache qui en est l'auteur, même si elle risque d'être très rentable, matériellement parlant. J comme jeune. Nous sommes sans doute plusieurs à avoir écrit de la poésie à une époque où nos émotions et nos sentiments faisaient partie des débuts de nos vies. C'est souvent le genre d'écrit qu'on oubliera dans un tiroir, ou dont on rougira peut-être, ou que l'on détruira une fois devenu grand. Car la poésie est aussi un genre d'écriture qui se prête bien aux élans amoureux et malheureusement aux peines d'amour. Son mode d'expression verse alors souvent dans un romantisme exagéré qui se prête bien au désespoir et au chagrin inconsolable qui nous paralyse alors émotivement. Malgré ces incursions passagères, il reste que la poésie, l'amour et la beauté semblent liés dans une trilogie où se retrouvent le bonheur et une joie de vivre qui donnent des ailes. À l'heure actuelle, il semble qu'il y ait peu et de moins en moins de poèmes d'amour. Et quand il y en a, cela donne lieu à des moments de grande intensité poétique et des moments où le souffle et l'ampleur semblent être d'une intensité démesurée. Les yeux d'Elsa de Louis Aragon, La marche à l'amour de Gaston Miron, 20 poèmes d'amour et une chanson désespérée de Pablo Neruda ou 21 Love Poems de Adrian Rich. En Acadie, peut-être Gérald Leblanc. En Acadie, il y a peu de poèmes d'amour.
Je me suis souvent demandé pourquoi, mais encore là, il faut dire qu'il y a peu de poèmes d'amour ailleurs dans le monde non plus. Peut-être que l'amour n'est plus un thème à la mode. Peut-être que la colère a pris le dessus finalement. K comme Kant. Emmanuel Kant, l'un des plus célèbres et influents philosophes allemands du XVIIIe siècle, est d'avis que la poésie tient le premier rang entre tous les arts, car elle grandit l'esprit en libérant l'imagination. Selon Kant, et je cite, la poésie est redevable presque entièrement quant à son origine au génie, ce qui, dans l'esprit du philosophe, serait le talent naturel qui donne ses règles à l'art. En ce sens, la poésie est celle qui accepte le moins d'être guidée par des principes ou des exemples. La poésie serait donc une forme d'art, faisant appel à une sorte de talent inné ou naturel provenant d'une inspiration qui la rend unique. En Acadie, cela a souvent été le cas, car il semble que la poésie a souvent été écrite loin de la grande littérature, en se référant au social beaucoup plus qu'à la culture, ce qui nous rapproche beaucoup plus du modèle américain que du modèle européen, le besoin de s'exclamer, de se raconter ou de se dire. Elle comme littérature. Malgré tous les vœux que nous mettons de l'avant pour en faire un ingrédient essentiel à notre vie, il reste que la poésie est aussi un genre littéraire. Le fait de l'écrire, de la configurer dans une langue, de la publier dans un livre, de la mettre sur le marché, de la mettre en relation avec les autres genres littéraires, ne reste plus qu'à attendre la lectrice ou le lecteur. Comme les autres formes d'art, la poésie évolue à divers niveaux. Il y a la poésie écrite pour d'autres poètes qui, par une longue fréquentation de cette forme d'art, peuvent en apprécier la subtilité et la qualité. Et il y a la poésie écrite pour être lue et comprise par le plus grand nombre. Cette forme d'écriture est souvent dépendante de ce qu'on pourrait appeler une certaine performance. Souvent, cette poésie qui impressionne sera marquée par la vision classique du vers alexandrin et la rime, qui en sera une partie importante. On sera alors impressionné par un certain contrôle et l'utilisation virtuose de la langue, ce qui se produit avec le slam ou le rap, phénomène qui, mélangé à la musique, donne un mélange hybride trop compliqué à expliquer, mais dont l'attrait est indéniable. En Acadie, il y a une prédominance du vers libre et ou du poème en prose, faisant souvent appel à une modernité beaucoup plus proche du récit que de l'abstraction que l'on retrouvait jusqu'à récemment dans une certaine poésie française. En ce sens, on a dit de notre poésie que se rapprocherait de la poésie américaine. M comme Martin, Martin Pitre. Il n'est pas ici, et pourtant il est là. Il est partout. En fait, car ce festival ne serait pas s'il n'avait pas été là. Il aurait 60 ans. Il participerait encore, j'en suis certain, à plusieurs autres entreprises. Il aurait fait d'autres livres. Et il serait fier, comme nous le sommes tous, de ce festival qui, au fil des ans, a su nous rassembler pour devenir un événement et un rendez-vous incontournable de poètes de tous les horizons, de toutes les tendances et de toutes les croyances. Il aurait plein de projets, c'est sûr, et il serait toujours animé de ce courage qui a fait de lui un homme de conscience, un rêveur, un activiste, un réaliste, mais surtout un écrivain de grand talent, grande pertinence et de grandes promesses. Salut à toi, Martin. Merci d'avoir vécu et merci d'avoir été l'une des grandes voix d'ici, de cette péninsule dans laquelle tu croyais tant. Un lieu où l'Acadie se vit et se revit dans l'effervescence d'une culture qui n'a sûrement pas dit son dernier mot. N comme nommé. Les Babyloniens considéraient que le fait de nommer une chose suffisait à lui accorder le statut d'existence. Dans la Bible, Dieu aussi nomme les choses et les crée à mesure qu'il les nomme. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. La poésie acadienne, à ses débuts, s'est aussi donnée comme projet de nommer le territoire. Alors qu'auparavant, on gardait une certaine pudeur, comme si on habitait un territoire fictif et illusoire.
C'est pourquoi l'idée de revenir au réel, le fait de nommer la rivière Petit-Kodiak, l'école Vanier ou la rue Dufferin ont été des moments importants de la réappropriation symbolique des lieux et du territoire en contrepoids d'une Acadie disparue depuis longtemps des cartes géographiques. De nos jours, il est rare de voir le mot Acadie figurer dans notre poésie, mais il fut un temps où cette appellation, cette réclamation tenait lieu d'éléments rassembleurs. Comme le dit le poète Jean-Marc Dugas, l'Acadie fut pour nous un terrain d'entente. Je viens d'une époque où la poésie ressemblait à des prières incantatoires. Avant de devenir chant révolutionnaire, avant de se faire imprévisible, surprenante et foisonnante, comme elle l'est maintenant, au point où il n'est plus possible de lui trouver un adjectif qui la contiendrait. O comme oralité. C'est souvent par l'oralité, comme ce sera le cas dans ce festival, que l'on prend conscience de la poésie, ce qui donne à cette forme d'art une dimension que les autres formes d'écriture ne peuvent connaître. La voix des poètes transporte une dimension unique qui, malgré leurs limites, nous transmet leur souffle et leur âme. Les poèmes qu'ils nous disent sont souvent des œuvres condensées dans un format réduit, ce qui les rend plus aptes à être livrés dans leur entièreté en quelques minutes. Les poètes acadiennes et acadiens ont souvent laissé une marque mémorable à ce niveau d'oralité. Il faut peut-être y voir notre dépendance envers cette littérature orale qui nous a tenu lieu de mémoire durant si longtemps. Notre littérature écrite date d'à peine 50 ans et encore là, il me semble qu'elle soit encore marquée par cette oralité qui l'a précédée. Nous vivons aussi à une époque où se fait jour une nouvelle oralité où nous n'avons pas encore vraiment participé. Je pense à des formes telles que le slam, comme on parlait tantôt, et autres stratagèmes de la voix où le rythme l'emporte parfois sur le sens et la musique sur le propos. P comme poésie. Je me suis longtemps demandé si la poésie ne serait pas une valeur ajoutée, au sens où on pourrait la retrouver partout, dans toutes les sphères de l'activité humaine, à tout moment et en tout lieu. Mais la poésie est une donnée fragile et tellement personnelle, reliée à l'idée de beauté qui, comme chacun sait, varie considérablement d'une personne à l'autre. En ce sens, je dis souvent que la poésie est partout et parfois dans les livres. Pour en préserver l'aspect fragile et souvent incommunicable, il vaudrait mieux développer un apprentissage en vue de la percevoir, de la traduire et parfois peut-être à trouver les mots pour l'écrire. Mais avant tout, elle serait ce qui donne un sens, une saveur et pour tout dire une beauté à notre vie. La poésie comme présence au monde et la beauté comme principe d'émerveillement, toutes deux reliées à l'enfance, sont sans doute les deux éléments qui nous gardent dans une sorte d'attente et d'espoir de retrouver ces instants de bonheur qui nous rendaient si intensément vivants. Ces instants de redécouverte du monde et de la réinvention du langage constituent, selon moi, le moteur de toute grande œuvre d'art, car la poésie se retrouve dans toute véritable œuvre d'art. La poésie, au-delà de sa présence constante, est aussi une forme d'expression qui vise à traduire ces moments, à leur donner une résonance, une durée et, si possible, de les communiquer. Le célèbre philosophe et sociologue Edgar Morin, qui, à 100 ans, vient de publier « Leçons d'un siècle de vie », a eu cette réflexion sur la poésie. La prose de la vie est ce que nous faisons par contrainte, obligation ou ennui. La poésie de la vie est ce qui nous donne ferveur, élan, joie et communication. Q comme quotidien. Le registre politique du nous, qui inspira ici tant de textes de nature revendicatrice et sociale, s'est trouvé considérablement mis à l'épreuve lors de la tenue de la Convention d'orientation nationale tenue à Edmundston en 1979, rassemblement où l'on votait la création d'une province acadienne. C'était un peu comme écrire au Père Noël, au sens où très peu d'entre nous se seraient aventurés à prédire l'avènement d'une telle entreprise. De nouvelles voix se firent alors entendre dans ce que l'on pourrait qualifier de passage du « nous » au « je ». Gérald Leblanc deviendra sans doute le principal protagoniste de cette tendance dont Guy Arsenault avait été l'instigateur. Une écriture au quotidien et au féminin, un virage qui coïncidera avec la publication du premier livre
de Diane Légère, Graines de fée, premier recueil de cette nouvelle poésie écrite dans le registre du féminin, du corps et du désir à voir le jour en Acadie. Quant à Gérald Leblanc, son premier livre aura pour titre Comme un otage du quotidien, titre qui illustre assez bien le virage du politique au quotidien. R comme reconnaissance. La reconnaissance pour nous passe par le Québec. Si l'on se fie au nombre d'artistes qui ont vu une progression considérable de leur notoriété sur le territoire face à leur succès dans leur terre d'adoption, à Montréal surtout, qui fait figure de capitale culturelle du Canada français. Paris jouant exactement le même rôle en ce qui a trait au Québec. Il en est de même en poésie. Un article élogieux dans Le Devoir ou la remise d'un prix prestigieux tel que celui du gouverneur général peut vous donner une notoriété qui passe nécessairement par le Québec, qui, quoi qu'on en dise, gère la francophonie canadienne et nous accorde une image dont il est souvent difficile de se départir. Je me souviens qu'à nos débuts, on nous voyait comme les écrivains de la dernière chance, porteurs de mauvaises nouvelles, au moment où la politique jouait un rôle de premier plan. Puis les choses évoluèrent vers un dialogue beaucoup plus mature et diversifié et une circulation de nos livres et des idées qui nous a permis de nous retrouver dans nos identités et de procéder à de véritables échanges poétiques. Est comme Sud. Ayant grandi dans la péninsule acadienne, j'ai passé les 2 tiers de ma vie dans le sud de la province, principalement à Moncton, là où se concentre l'urbanité de cette province. Moncton formant avec Fredericton et Saint-Jean une sorte de triangle des Bermudes. Le triangle existe aussi de manière inversée, si l'on tient compte que Dieppe, Caraquet et Edmundston forment aussi une sorte de configuration bermudienne. Je parle ici en termes de scène culturelle, évidemment. Je me suis donc retrouvé durant une bonne partie de mon parcours artistique dans une position d'étrangeté, au sens où la culture où j'ai grandi était francophone à 100% et celle où j'ai vécu l'était très peu et faisait souvent figure de ghetto. Dans un article paru à l'été 2009 dans la revue Nuit Blanche, le critique François Paré disait, je cite, « Sur le plan littéraire, l'Acadie, c'est aujourd'hui surtout le Nouveau-Brunswick et même surtout Moncton. Certes, la littérature se produit partout dans les provinces de l'Atlantique, mais il est clair que le cœur institutionnel de cette activité palpite et rayonne dans ces rues que Gérald Leblanc a si souvent arpentées. » Dans la préface que j'ai signée pour L'extrême frontière de Gérald Leblanc, j'ai écrit ceci, et je cite. « Moncton, un lieu exact, une erreur monumentale sur la carte de notre destin, le nom de notre bourreau comme un graffiti sur la planète, Moncton. Un espace difficile à aimer, un espace difficile pour aimer, une ville qui nous déforme et où nous circulons dans les ramages du ghetto. Et pourtant, c'est de cet espace que jaillit notre conscience, vécue dans les méandres de la diaspora et articulée dans un faisceau rutilant de colère et d'ironie. » Fin de la citation. C'est toujours pour moi un véritable bonheur de revenir dans ma péninsule natale. T comme thème. Je cite le communiqué de presse qui dit « Le thème de la 25e édition orientera toutefois le regard vers devant. » Et la citation de Martin Pitt « Viens plutôt chez moi redresser les plis de mon rêve. » En 2017, j'ai reçu une invitation à un festival de poésie en Colombie, en Amérique du Sud. Je me souviens d'un soir où je voyageais avec un groupe de poètes, en majorité colombiens, sur une route de campagne noire comme sous terre, en me demandant où nous allions. L'entreprise était louche, considérant les préjugés qu'on peut avoir par rapport à ce pays. Après un long parcours, la voiture s'arrêta devant un orphelinat où vivait un groupe d'enfants récupérés de l'enfer de la drogue dont est victime la Colombie. Un peu désemparé, j'ai fait part à l'organisateur du fait que je n'avais pas de poème pour enfants. Et il m'a répondu quelque chose que je n'ai jamais oublié, à l'effet que ça n'avait pas vraiment d'importance, que l'important était que nous étions des poètes et que la poésie avait le pouvoir de réparer l'âme de ce pays, lui redonner sa dignité et son intégrité, que la poésie peut mettre en circulation une énergie rassembleuse,
et réparatrice. Martin Pitt n'aurait sûrement pas été contre cette idée. Viens plutôt chez moi, redresser les plis de mon rêve. U comme urgence. La poésie est une forme d'art solitaire, urgente et intime. La brièveté de son mode d'expression de ses textes fait souvent appel à une densité de sens qui dépasse le simple récit linéaire et lui donne souvent cette réputation d'être confuse et difficile d'accès. Cette urgence, cette brièveté est peut-être la raison pour laquelle notre littérature a produit quantité de poètes, mais peu de romanciers, de dramaturges ou de scénaristes, forme d'écriture qui nécessite un appareil éditorial plus structuré. Ce sont aussi des formes d'écriture qui nécessitent plus de temps, tant qu'il faut financer, et raison pour laquelle la poésie devient une passion et non une carrière. La poète, romancière, essayiste Nicole Brossard, qu'on entendra d'ailleurs en duplex avec Rose Després au cours de ce festival, définissait le cheminement de son œuvre en disant qu'elle trouve ses idées dans la poésie, qu'elle les développe dans ses romans et qu'elle les conclut dans ses essais. Ce qui définirait assez bien ce cheminement allant de l'urgence de dire de la poésie à l'élaboration d'une pensée plus posée et plus élaborée. V comme vérité. J'ai toujours cru que les poètes disaient la vérité et que les romanciers, les gens de théâtre ou de cinéma mentaient. Et le mieux ils mentent, le mieux nous sommes ravis d'avoir été pris au piège de leur fiction. Pour la poésie, c'est autre chose. Sans doute l'une des raisons pour lesquelles la poésie fait si souvent appel à l'aveu et à la confidence pour nous interpeller. Toutefois, en cette époque postmoderne que nous vivons, où l'on assiste à la transgression de tous les genres, plusieurs formes de fiction font aussi appel à la vérité pour proposer des œuvres d'autofiction qui font appel à la biographie des écrivains, ce qui, au théâtre, donne aussi des œuvres où l'on parle directement au public et qui, dans les romans, donnent lieu à des récits autobiographiques. Il est bien évident que nous nous orientons vers des mélanges hybrides dans le style de L'énigme du retour de Dany Laferrière ou de Prudent de Georgette Leblanc, dont la forme et le propos font appel aux ressources du récit et de la poésie pour produire des objets inclassables tels que le roman-poème ou le poème-roman, dépendant de quel côté l'on se place. W comme Wikipédia. Quelqu'un a dit quelque part que nous n'avons jamais été autant connectés pour si peu communiquer. Ce serait sans doute le drame de l'Internet qui nous promettait le monde en ses débuts enthousiastes, où il se voulait le World Wide Web, et comme le disait le slogan de Microsoft, « Where do you want to go today? » Au début de l'Internet, dans les années 70, au temps où les ordinateurs étaient d'immenses machines qui fonctionnaient avec des cartes perforées, le poète Raymond Leblanc avait donné à l'informaticien Roderick Ferguson un certain nombre de mots qu'il avait mis dans un programme afin de produire des millions de permutations. Dans un échange courriel que j'ai eu avec Raymond, il me disait « Je ne me souviens pas exactement des phrases, du nombre des mots, mais je sais que plusieurs d'entre elles n'avaient aucun sens étant donné que toutes les possibilités d'associer verbes et noms et adjectifs et adverbes se reliaient entre eux sans préjuger de la signification. » À ce que je sache, Raymond n'a rien fait de ces résultats, me disant qu'il ne sait même plus où il les a rangés ou s'il les a encore en sa possession, réalisant peut-être, et assez tôt, que les ordinateurs n'arriveront jamais à écrire de la poésie. Ou plutôt, ils pourront en écrire, mais à partir de quel vécu? Car plus que tout autre, la poésie est une écriture biologique, pour reprendre l'expression du philosophe et écrivain Jean-Paul Sartre dans son essai « Qu'est-ce que la littérature ?» X comme xylographie. Quand ça arrive à la fin, c'est compliqué de trouver des mots. Il n'y en a pas beaucoup. Alors on fait des exploits. X comme xylographie. La xylographie est l'art d'imprimer avec des caractères en bois ou des planchettes en bois sur lesquelles sont taillées les lettres. C'est un long et fastidieux travail. Mais il fut un temps où cette technologie fut considérée comme révolutionnaire. De nos jours, il semble que les moyens de production sont de plus en plus accessibles, ce qui nous laisse avec la gravité de notre propos, avec l'importance de ne pas abuser de cette accessibilité.
J'ai fait ma thèse de doctorat sur la photographie américaine où je suis arrivé à une conclusion qui tient en une seule phrase, soit que l'on perd en intensité ce qu'on gagne en accessibilité. De la même manière que se faire photographier constituait autrefois un événement, alors que de nos jours, nous sommes submergés par le flot d'images en provenance de nos téléphones intarissables. Devant ce déluge d'images et de mots, il convient de pratiquer une certaine restriction et d'écrire pour dire des choses qui nous tiennent à cœur. Écrire la poésie comme si on allait en faire des copies xylographiées. Y comme Y. Selon un article de la Harvard Business Review, la génération Y débuterait en 1984 et se terminerait en 1996. Mais selon Statistique Canada, la génération Y débuterait encore plus tôt, soit en 1972 jusqu'en 1992. Ce qui voudrait dire que la génération Y commence la même année que la première publication de poésie acadienne en Acadie. Je tiens tous ces renseignements de Wikipédia qui résument tellement bien le monde qu'on en oublie de lire des livres. La génération Y, celle des milléniaux, carbure à l'efficacité et à l'immédiaticité que permet la révolution technologique. Alors pourquoi faire des livres si on peut faire un poème sur Facebook, sur Twitter ou sur son blog personnel? À l'hiver 2017, je me suis ouvert un compte Twitter sur lequel je mettais un haïku par jour, projet que j'ai tenu pour exactement 1 an. Dans sa forme traditionnelle, le haïku est un poème d'origine japonaise constitué de 17 syllabes sur 3 lignes. C'est une forme qui permettait de mettre un poème complet dans les limites que permettait Twitter. À la fin, j'avais plus de 500 abonnés et le feedback immédiat que je recevais tous les jours était stimulant et ressemblait beaucoup plus à un dialogue avec mes lecteurs-lectrices. Et je me suis demandé depuis la raison de faire des livres. Ces objets lourds, dispendieux, et de plus en plus encombrants, mais dont la durée nous rassure par le fait que justement ils vont durer et peut-être nous survivre, comparé à mon compte Twitter que je n'arrive plus à ouvrir. Ayant perdu mon mot de passe. Le dernier. Z comme zen. Le zen dit que toute vie est souffrance, que la souffrance est causée par le désir et que la manière d'atteindre le nirvana ou le bonheur consiste à éliminer le désir, ce qui nous laisserait dans un état de réception, de découverte, de présence et d'émerveillement afin de recevoir la vie comme un cadeau et non pas comme une épreuve à traverser. Non, la vie n'est pas une vallée de larmes comme on a tant voulu nous le faire croire. J'ai souvent terminé les abécédaires par ce mot, car je suis persuadé que nous avons, comme Acadiens, quelque chose de zen. Le fait d'avoir été dépossédés de nos terres a fait de nous des nomades, qu'il est difficile de retransplanter dans la terre originelle. Il y aurait beaucoup à dire à ce sujet qui nous rejoint tous dans notre inconscient collectif, une dimension à laquelle la poésie fait appel de manière consciente ou inconsciente pour parler à notre âme. Encore là, il y aurait beaucoup à dire. Nul doute que ce festival, qui prend son 25e envol, sera la source de plusieurs de ces moments de conscience et d'émerveillement qui font de la poésie une forme d'expression archaïque, mais dont le renouvellement ne cesse de nous éblouir, en nous faisant redécouvrir la beauté de notre langue et le bonheur de la parler et de l'entendre. Merci.